Alexandrie. Ah, rien que le nom, ça fait rêver, non? On pense tout de suite au phare immense, à la bibliothèque légendaire qui contenait tout le savoir du monde, aux reines, au destin incroyable. Mais, vous savez, derrière ce mythe, il y a une histoire. Une histoire qui est peut-être encore plus folle. C'est l'histoire d'une métropole qui a été le centre du monde avant d'être littéralement avalée par la mer pour finalement renaître de ses cendres aujourd'hui. Alors, la question c'est, comment est-ce possible? Comment une ville peut-elle grimper si haut, disparaître sous les vagues et puis revenir? C'est une véritable saga en 3 actes qu'on va décortiquer ensemble. D'abord, la naissance d'un rêve fou. Ensuite, sa chute vraiment tragique. Et enfin, son incroyable renaissance. Accrochez-vous, on va plonger dans l'une des plus grandes, des plus épiques histoires de ville qui ait jamais existé. Ok, alors tout commence en 331 avant notre ère, et tout part de la vision d'un seul homme, Alexandre le Grand. Son idée, ce n'était pas juste de bâtir une capitale de plus, non, il voulait créer LE carrefour du monde. Et pour ça, la conception de la ville, c'était un pur coup de génie. C'était à la fois hyper symbolique et super pratique. Sa forme, celle d'une chlamyde, vous savez, le manteau des cavaliers macédoniens. C'était une façon de dire « ici, c'est la Grèce, même en Égypte ». Et le plan damier, là, les rues à angle droit, ce n'était pas juste pour faire joli, pas du tout. Ça permettait au vent du nord de s'engouffrer dans la ville, une sorte de ventilation naturelle. Une vraie clim avant l'heure, imaginez un peu. Bon, après Alexandre, c'est la dynastie des Ptolémées que prend le relais. Et sous leur règne, 2 monuments, vraiment 2, vont devenir les symboles de la puissance et de l'ambition d'Alexandrie. C'est grâce à eux que la ville va rayonner sur tout le monde antique. Et le premier, bien sûr, c'est le phare d'Alexandrie, une des 7 merveilles du monde antique, rien que ça. Mais attention, il faut oublier l'image d'une simple tour. C'était bien plus que ça, c'était une machine, une véritable machine colossale. Sa base, elle était carrée, et à l'intérieur, il y avait des rampes, assez larges pour que des charrettes tirées par des animaux puissent monter le combustible tout en haut. Au-dessus, il y avait une partie octogonale, et tout au sommet, une partie circulaire où brûlait le feu. Une architecture complètement dingue pour l'époque, à la fois grandiose et super efficace. Et la hauteur était juste vertigineuse. On parle d'environ 135 mètres. Pendant des siècles, c'était l'une des constructions les plus hautes du monde. Sa lumière, elle était réfléchie par d'énormes miroirs en bronze et on pouvait la voir à 50 km au large. 50 km. Un véritable GPS antique pour les marins qui approchaient de cette côte qui était assez dangereuse. Alors voilà, si le phare guidait les bateaux, la grande bibliothèque, elle, guidait les esprits. Et là, l'ambition des Ptolémées était carrément démesurée. Leur but, rassembler en un seul endroit tout le savoir de l'humanité. Imaginez un peu le truc, jusqu'à 700 000 rouleaux de papyrus. C'était énorme. La règle était simple, chaque bateau qui arrivait au port devait donner ses livres pour qu'ils soient copiés. En fait, Alexandrie n'importait pas que des marchandises, elle importait du savoir, de la connaissance pure. Et forcément, une telle concentration de savoir, financée par les rois, et qui mélangeait les cultures grecques, égyptiennes, juives, eh bien ça a donné des résultats extraordinaires. Le Mousséon, c'était le complexe de recherche où se trouvait la bibliothèque. C'était le think tank de l'Antiquité, le centre intellectuel du monde. C'est là, à Alexandrie, qu'Ératosthène a calculé la circonférence de la Terre avec une précision qui nous laisse encore bouche bée aujourd'hui. C'est là qu'Euclide a écrit les bases de la géométrie qu'on apprend encore à l'école, et c'est là aussi que la Bible hébraïque a été traduite en grec, ce qui l'a rendue accessible à des millions de personnes. Ce mélange, ce bouillonnement intellectuel a aussi créé des fusions d'idées assez uniques. Alexandrie, c'est devenu le centre du judaïsme hellénistique. Des penseurs comme Philon d'Alexandrie ont essayé de faire le pont entre la philosophie grecque et la foi juive. Et c'est de là qu'est née l'idée du logos. Le logos, c'est quoi? C'est une sorte de raison divine ou de parole créatrice qui met de l'ordre dans l'univers. Et ce concept, il est super important, parce que des siècles plus tard, on le retrouvera en plein cœur de la pensée chrétienne. Mais voilà, comme dans toutes les grandes histoires, l'âge d'or ne dure jamais éternellement. Et celui d'Alexandrie allait prendre fin. La ville va devoir affronter des conflits internes d'une violence rare et une menace encore plus terrible, plus implacable, la mer elle-même. Le déclin, il ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Non, ça a été une longue, une lente agonie. D'abord, la violence, des guerres civiles terribles, comme la guerre de Kittos qui a anéanti sa communauté juive. Ensuite, la nature s'y est mise, un tsunami monstrueux en 365, qui a commencé à littéralement noyer des quartiers entiers. Et puis, les changements politiques, religieux, tout ça a fini le travail. Le coup de grâce, ça a été la conquête arabe. La capitale a été déplacée, et Alexandrie, l'ancien centre du monde, n'était plus qu'une ombre, une simple ville de Provence.
Et donc, une énorme partie de la cité antique, y compris les fameux palais de Cléopâtre, le quartier du phare, tout ça a disparu. Englouti. Un monde entier perdu sous les vagues. Un trésor endormi. Les scientifiques, les archéologues estiment que la côte s'est affaissée de 5 à 7 mètres. Imaginez, 5 à 7 mètres. C'est la profondeur à laquelle il faut plonger aujourd'hui pour espérer toucher du doigt les restes de cette gloire passée. Pendant des siècles, on a cru ce monde perdu pour de bon. Fini. Mais l'histoire a des rebondissements incroyables. Et là, le rebondissement est venu des profondeurs, grâce à l'archéologie sous-marine. C'est fou à imaginer. 2 équipes de vrais explorateurs modernes, menées par le français Jean-Yves Preur et le franco-italien Franck Gaudio, ils ont plongé pour nous révéler ce trésor. Preur a retrouvé l'emplacement exact du phare, et Gaudio, lui, a cartographié tout le port et il a redécouvert le palais de Cléopâtre. C'est dingue, on dirait un scénario de film, mais c'est bien réel. Allez, on remonte des profondeurs de l'histoire, retour à la surface, dans le présent. Et le présent d'Alexandrie est trépidant. Aujourd'hui, la ville n'est pas juste un musée à ciel ouvert, loin de là. C'est une métropole qui bouillonne. C'est le véritable poumon économique de l'Égypte moderne. Et pour s'en convaincre, il suffit de regarder ce chiffre, 75%. 75%, ça veut dire que les 3/4 de tout le commerce extérieur de l'Égypte passe par les ports d'Alexandrie. C'est énorme. Sa position en Méditerranée est toujours aussi stratégique. C'est encore et toujours la porte d'entrée et de sortie du pays. Mais il n'y a pas que le port. La ville est aussi un géant industriel. Elle pèse pour 40% de toute l'industrie du pays. On parle de secteurs lourds, raffinage de pétrole, pétrochimie, ciment. Et pour accompagner toute cette croissance, ils ont même construit une ville nouvelle, New Borg El Arab, juste à côté, pour y mettre les industries de pointe et un grand aéroport international. Mais Alexandrie ne se contente pas de ça. Elle ne se repose pas sur ses lauriers. Non, elle regarde vers l'avenir. Elle investit massivement pour écrire la suite, le prochain grand chapitre de sa très longue histoire. Et pour ça, il y a un plan colossal qui s'appelle Vision 2030. L'objectif, c'est simple, affronter les défis d'une mégapole du 21e siècle. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, on parle de créer un tout nouveau métro, de rénover le vieux tramway pour qu'il transporte 3 fois plus de monde et d'agrandir massivement les usines de traitement de l'eau. Ce ne sont pas juste quelques travaux par-ci par-là, c'est une refonte totale de la ville pour qu'elle soit plus vivable, plus durable pour ses millions d'habitants. Et au milieu de tout ça, de cette renaissance, il y a un symbole extrêmement puissant, la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie, la Bibliotheca Alexandrina. Ouverte en 2002, elle est comme un écho moderne, un clin d'œil à son incroyable ancêtre. C'est la preuve que l'ambition d'Alexandrie, celle de redevenir un phare de la connaissance et de la culture, eh bien, cette ambition est plus vivante que jamais. Finalement, quand on y pense, l'histoire d'Alexandrie, c'est un cycle sans fin. Grandeur, chute et reconstruction. Encore et encore. Un véritable phénix. Et en regardant cette ville se réinventer une fois de plus, là, sous nos yeux, on ne peut pas s'empêcher de se poser une question. Est-ce que son histoire, son incroyable parcours, ce n'est pas un peu le miroir de nos propres civilisations? Une leçon intemporelle sur notre capacité à créer, à survivre au pire et à faire renaître toujours la lumière de la connaissance.